Mon père a porté un toast à la grossesse de ma sœur lors de son gala du 40e anniversaire, puis m'a demandé « C'est pour quand ton tour ?» J'ai dit « Il y a 10 mois. » Tu étais invité. Ta fille en or te l'a caché. Mon père a levé sa coupe de champagne en bout de table et sa voix a retenti dans toute la salle de bal. 40 ans de mariage, a-t-il dit, et ce soir nous célébrons la femme qui m'a tout donné. Il s'est tourné vers ma mère. Puis ses yeux se sont posés sur ma sœur cadette qui rayonnait à ses côtés dans une robe de soie crème. Et ce soir, a-t-il continué, nous célébrons aussi le prochain chapitre, le petit enfant que nous attendions tant. J'étais debout près du fond de la salle, tenant un verre d'eau gazeuse, regardant mon père porter ce toast à un bébé qui n'existait pas encore. Ma sœur était enceinte de 4 mois. 4 mois. Pendant ce temps, ma propre fille, sa véritable première petite fille, venait d'avoir 10 mois ce matin-là. Elle était à la maison avec mon mari, dormant dans son berceau dans un pyjama couvert de petites abeilles brodées que j'avais choisi moi-même. Mon père ne l'avait jamais rencontrée. Laissez-moi revenir en arrière, car je sais ce que vous pensez. Je sais ce que vous vous dites. Comment un homme peut-il ignorer qu'il a une petite fille? Comment cela peut-il arriver dans une famille, à notre époque, avec les téléphones, les courriels et les réseaux sociaux? Je me suis posé les mêmes questions pendant longtemps. Et la réponse, quand je l'ai finalement reconstituée, était plus laide que je ne l'avais jamais imaginé. Je m'appelle Tessa. J'ai 31 ans. Je travaille comme ingénieur en structure pour une entreprise qui conçoit des hôpitaux. Et depuis 6 ans, je vis à Portland, en Oregon, à près de 3000 mètres de là où j'ai grandi, à Charleston, en Caroline du Sud. Ma famille est ce que les gens de notre ville appellent poliment de vieille famille, ce qui signifie principalement que mon père possède la moitié de l'immobilier commercial du centre-ville, et que ma mère siège à tous les conseils d'administration caritatifs qui en valent la peine. Ma sœur cadette, Brianny, de 4 ans ma cadette, n'est jamais partie. Elle a épousé un banquier nommé Pierce à 23 ans et a emménagé dans une maison à 6 minutes de chez ses parents. J'ai toujours su que j'étais la fille la moins favorisée. Ce n'est pas moi qui suis dramatique. C'est juste un fait. Comme de dire que j'ai les cheveux bruns ou que mon œil gauche est légèrement plus faible que le droit. Brianny était la jolie, la charmante, celle qui pouvait entrer dans une pièce et faire rire tout le monde. J'étais la silencieuse, celle qui aimait les mathématiques, celle qui préférait lire dans un coin plutôt que de danser au cotillon. Mon père nous appelait son livre et son papillon. Il le disait comme si c'était un compliment pour nous deux. Ça n'en était pas un. J'ai déménagé à Portland pour mes études supérieures et ne suis jamais revenu. Je me disais que c'était pour le marché du travail, pour l'envie de travailler sur des projets sismiques de la côte ouest, pour la pluie. La vérité, c'est que je voulais juste respirer un air qui n'avait pas l'odeur du parfum de ma mère. J'ai rencontré mon mari, Holden, lors de ma 2e année. C'est un infirmier en pédiatrie, l'homme le plus gentil que j'ai jamais connu, et il m'a demandé en mariage sur un sentier de randonnée 2 ans plus tard avec une bague que sa grand-mère lui avait laissée. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans un vignoble des gorges du Columbia. 22 personnes sont venues. Aucune n'était de ma famille. C'est important. Je veux que vous compreniez. Ma famille était invitée. Ma mère a répondu par la négative la même semaine où elle a répondu par l'affirmative à une collecte de fonds mondaine à Savannah. Mon père a dit qu'il avait une clôture de transaction. Il ne pouvait pas la déplacer. Bri a envoyé un vase Tiffany et une carte qui disait « J'aimerais que nous puissions être là ». J'ai pleuré dans les toilettes du lieu de réception 20 minutes avant de remonter l'allée. Puis je me suis séché le visage et j'ai épousé l'homme que j'aimais. Et je me suis dit que c'était fini. Sauf que ce n'était pas fini, car 2 ans et demi plus tard, je suis tombé enceinte. Je veux être honnête sur quelque chose. La grossesse m'a changé. J'avais passé des années à m'endurcir contre ma famille, à construire une épaisse carapace autour de la partie de moi qui voulait encore qu'il m'aime. Et au moment où j'ai vu cette 2e ligne rose, la carapace s'est fissurée. J'ai appelé ma mère avant tout le monde, sauf Holden. Je pleurais. Je lui ai dit que j'étais à 12 semaines, que nous avions attendu pour l'annoncer après le 1er trimestre, que le médecin disait que tout semblait parfait. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit « Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Laisse-moi le dire à ton père. » J'ai demandé si je pouvais le lui dire moi-même. Elle a dit qu'il était au bureau et qu'elle ne voulait pas que je dérange son après-midi. Elle s'en occuperait.
Elle le lui dirait au dîner et lui demanderait de me rappeler. Il ne m'a pas rappelé. J'ai attendu 2 jours. Puis j'ai appelé directement le bureau. La réceptionniste, une femme nommée Dileya, qui travaillait pour mon père depuis que j'étais au collège, m'a dit qu'il était en réunion. J'ai laissé mon nom. Il n'a pas rappelé. J'ai rappelé la semaine suivante. Même chose. Quand je suis arrivé à 16 semaines, j'avais appelé 11 fois et je n'avais jamais réussi à lui parler. Ma mère n'arrêtait pas de me dire qu'il était occupé. Il voyageait. Il était stressé par une affaire. Il était heureux pour moi, mais tu sais comment est ton père. J'aurais dû prendre l'avion pour rentrer. Je le sais maintenant. J'aurais dû monter dans un avion, entrer dans son bureau, poser ma main sur mon ventre et l'obliger à me regarder. Mais j'étais au début de ma grossesse et les nausées matinales s'étaient transformées en nausées toute la journée. Et mon obstétricien avait signalé quelques inquiétudes précoces concernant ma tension artérielle et m'avait dit de ne pas prendre l'avion avant que mon 2e trimestre ne soit plus avancé. Alors j'ai attendu. Je lui ai envoyé un courriel. Je lui ai envoyé une photo d'échographie avec une longue lettre. Je n'ai jamais eu de réponse. Ma mère m'a dit qu'il avait pleuré en voyant la photo. Elle m'a dit qu'il était bouleversé, qu'il avait toujours été comme ça, que les hommes de sa génération ne savaient pas exprimer leurs sentiments à propos des bébés. Elle m'a dit de lui laisser du temps. Je lui ai laissé du temps. Au moment de la naissance de ma fille, j'avais cessé d'essayer. Les parents de Holden sont venus en avion pour la naissance. Ils l'ont tenu dans la chambre d'hôpital et ont pleuré, et sa mère lui a murmuré d'une voix si douce que je m'en souviendrai jusqu'à ma mort. Et j'étais allongé dans le lit, pensant que c'était ça, des grands-parents. Nous l'avons nommé Junia, d'après la grand-mère de Holden qui nous avait donné la bague. J'ai envoyé le faire-part quand même. J'en avais commandé une centaine, des cartes crème gaufrées avec son nom et sa date de naissance et une petite aquarelle d'une branche de poirier, car des fleurs de poirier étaient en pleine floraison devant la fenêtre de l'hôpital quand j'ai accouché. J'en ai adressé une à mes parents. J'en ai adressé une à Brianny et Pierce. J'ai envoyé un album photo du 1er mois de sa vie au bureau de mon père, le genre de choses reliées en cuir qu'il aime, avec une note qui disait « Pour ton bureau, pour que tu puisses la voir tous les jours jusqu'à ce que tu la rencontres. » Je n'ai jamais eu de nouvelles. Pendant 10 mois, je me suis dit que mon père était en train de digérer, qu'il avait honte de la façon dont il avait géré la grossesse et ne savait pas comment arranger les choses. Je me suis dit que ma mère jouait les intermédiaires pour lui par amour. Je me suis dit que Brie était prise entre 2 feux. J'ai envoyé une carte de Noël avec Junia dans une robe de velours rouge. J'ai envoyé une photo de Pâques d'elle tenant un lapin en peluche. J'ai envoyé les photos de ses 6 mois. J'appelais ma mère un dimanche sur 2 et chaque fois que je demandais des nouvelles de mon père, elle disait qu'il allait bien. Il m'envoyait son affection. Il était juste occupé. Et puis, fin août, ma mère m'a appelé. Elle m'a dit que mon père allait avoir 66 ans en octobre et qu'elle et Brianny organisaient un gala combinant son anniversaire et leur 40e anniversaire de mariage au country club. Elle voulait que je vienne. Elle m'a dit que cela signifierait énormément pour lui. Elle m'a dit que Brie avait une annonce spéciale à faire à la fête et que la présence de toute la famille rendrait cela parfait. J'ai demandé si elle voulait dire que Brie était enceinte. Il y a eu une pause, puis ma mère a dit d'une voix étrangement enjouée, « Je ne suis pas censé gâcher la surprise, mais oui, nous sommes si excités. Le premier petit enfant, le premier petit enfant. » Je me suis assise par terre dans ma cuisine. Holden était au travail. Junia était dans sa chaise haute, jetant des céréales aux chiens. Je me suis assise par terre et je les regardais, cette petite personne avec les yeux de son père et une petite mèche de cheveux noirs qui dépassait à l'arrière de sa tête. Et j'ai pensé au mot que ma mère venait de prononcer, le premier petit enfant, et quelque chose en moi qui pliait depuis 1 an a finalement cassé. Je n'ai rien dit à ma mère. Je lui ai dit que je viendrais. Je lui ai dit que j'apporterais un cadeau. Je lui ai dit que j'avais hâte. Puis j'ai raccroché et j'ai appelé Brie. Ma sœur a décroché à la 2e sonnerie, l'air enjoué et distrait. « Salut, ma belle » a-t-elle dit sur le ton mielleux qu'elle utilise avec les gens qu'elle essaie de gérer. Je lui ai demandé si maman lui avait dit qu'elle m'avait invité. « Bien sûr » a dit Brianny. « Bien sûr que tu dois être là. » Puis je lui ai demandé sans détour quelle annonce elle prévoyait de faire. Elle a ri. Elle a dit que c'était une surprise. Elle a dit que j'adorerais ça.
J'ai dit, est-ce que tu vas dire à papa que tu es enceinte? Il y a eu un silence. Puis elle a dit d'une voix prudente, Tessa, ça fait environ un mois que je le dis à maman et papa. Nous voulions attendre le gala pour le rendre officiel au reste de la famille. J'ai dit, Briani, j'ai une fille. J'ai une fille depuis 10 mois. Elle a dit, je sais, ma chérie. J'ai dit, est-ce que papa le sait? La pause qui a suivi a été la plus longue de ma vie. Elle a dit, Tessa, papa a traversé beaucoup de choses cette année. L'affaire Wilkins a failli échouer. Sa tension artérielle a été terrible. Maman et moi, nous l'avons protégé de tout ce qui est stressant. Il n'a pas besoin qu'on lui rappelle maintenant que tu es parti et que tu as commencé une toute nouvelle vie sans nous. Nous avons pensé qu'il était plus gentil de laisser les choses se tasser. J'ai dit, es-tu en train de me dire qu'il ne sait pas que j'ai un bébé? Elle a dit, il sait que tu as eu un enfant. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit, il le sait, il ne s'y est juste pas vraiment, tu sais, intéressé. Et honnêtement, Tessa, tu n'as pas facilité les choses. Tu n'étais pas là. Tu as envoyé un tas de cartes, mais tu n'es jamais rentré à la maison. C'est un homme à l'ancienne. Il a besoin de participer à ces choses en personne. Je l'ai interrogé sur l'album photo que j'avais envoyé à son bureau. Elle est redevenue silencieuse. Puis elle a dit que la réceptionniste le lui avait donné parce que papa était en voyage et qu'elle avait l'intention de le lui apporter, mais avec tout ce qui se passait, elle avait juste oublié et il était probablement quelque part dans un tiroir. J'ai dit, Briani, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas jeté mon faire-part. Elle a dit qu'elle devait y aller. Elle a dit que nous parlerions à la fête. Je suis resté assise sur le sol de la cuisine pendant longtemps après ça. Junia s'était endormie dans sa chaise haute. Son petit poing recroquevillé autour d'une céréale à moitié mangée. Le chien me regardait et j'ai pensé, de la manière dont on pense quand quelque chose à l'intérieur de vous est devenu très calme et très froid. J'ai pensé non, non, nous n'allons pas faire ça. Je me suis envolé pour Charleston 4 jours avant le gala. J'ai dit à ma mère que je voulais venir plus tôt pour aider. Elle était ravie. Elle m'a réservé une chambre à l'auberge près du country club, la même où mes parents avaient passé leur nuit de noces 40 ans auparavant, et elle m'a dit que Brie viendrait me chercher à l'aéroport. Je lui ai dit de ne pas s'en faire, que je louerais une voiture. J'avais besoin de liberté. La première chose que j'ai faite en atterrissant a été de conduire jusqu'au bureau de mon père. Dileya était toujours à la réception. Son visage s'est illuminé quand elle m'a vu. Elle a dit, mon Dieu, Tessa, tu ressembles exactement à ta mère autrefois. Elle m'a demandé si j'étais là pour surprendre mon père. Je lui ai demandé très gentiment si elle se souvenait de l'album photo que j'avais envoyé 2 mois après la naissance de ma fille, celui relié en cuir avec les lettres dorées. Son visage a changé. Elle a dit oui. Elle s'en souvenait. Elle a dit qu'elle l'avait posé personnellement sur son bureau. Elle a dit qu'il avait disparu quelques jours plus tard, et quand elle lui avait posé la question, il n'avait pas semblé savoir de quoi elle parlait. Je lui ai demandé, est-ce que mon père sait que j'ai un bébé? Elle m'a regardé un long moment. Cette femme qui avait pansé mon genou à la fête de Noël de son bureau quand j'avais 8 ans, et elle a dit, ma chérie, il m'a demandé le mois dernier si tu allais un jour te poser et fonder une famille. J'ai cru que c'était une blague. J'ai ri. Je suis sorti dans ma voiture de location et je suis resté assise les mains sur le volant pendant 10 minutes sans bouger. Puis j'ai conduit jusqu'à la maison de ma sœur. Brie vivait dans une maison antebellum rénovée dans une rue bordée d'arbres du quartier historique. Sa gouvernante, une femme charmante nommée Alda, m'a reconnu grâce à des photos et m'a laissé entrer en me serrant dans ses bras. Elle a dit que Brie était à un cours de yoga prénatal. Elle a dit que je devais me mettre à l'aise. Je me suis mise très à l'aise. J'ai commencé par le bureau de Brie, la pièce qu'elle avait décorée pour ressembler à quelque chose sorti d'un film de Nancy Meyers. Tout en étagères blanches et livres choisis. J'ai fouillé les tiroirs de son bureau. J'ai trouvé des notes de frais pour le gala. J'ai trouvé des reçus pour une séance photo de maternité. J'ai trouvé, dans le tiroir du bas, scotché sous le fond, une petite enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait 3 choses. L'album photo que j'avais envoyé à mon père. Intact. Le film cellophane toujours dessus. Le faire-part de naissance que j'avais envoyé à mes parents, papier cartonné crème, aquarelle de fleurs de poirier, non ouvert, et une clé USB.
J'ai tout pris. Je les ai mis dans mon sac et je suis sorti de sa maison et j'ai conduit jusqu'à l'auberge, les mains tremblantes sur le volant. Dans ma chambre, j'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable. C'était un dossier de fichiers, des dizaines, des photos que j'avais envoyées par texto à ma mère et qui avaient été transférées à Brie. La vidéo du premier rire de Junia que j'avais envoyée dans le chat de groupe familial, des captures d'écran de courriel que j'avais écrit à mon père et qui avaient été transférés du compte de ma mère à celui de ma sœur. Et dans un dossier intitulé divers, j'ai trouvé quelque chose qui m'a arrêté le cœur. C'était une série de messages textes entre ma mère et ma sœur remontant à près d'un an, à mon sujet, sur la façon d'empêcher mon père d'être trop impliqué, sur la façon dont ma mère avait été celle qui avait intercepté l'album photo avant que Dileya ne puisse le mettre sur le bureau de papa. Sur la façon dont Brie avait dit à mon père, en passant, que j'avais décidé de ne pas envoyer de faire-part de naissance parce que je traversais une période difficile avec la famille. Sur la façon dont ma mère avait convenu qu'il valait mieux ne pas le pousser sur ce sujet. Sur le fait que le vrai premier petit enfant serait le bébé de Brianny et que ce serait si bien pour papa, qui avait toujours voulu un petit enfant de Caroline. Sur la façon dont la question de l'héritage se résoudrait naturellement si Tessa restait déconnectée. La question de l'héritage. Je me suis assise sur le lit de cette jolie petite auberge et j'ai lu chaque message. J'ai lu comment ma mère avait jeté la photo de Pâques. J'ai lu comment Brianny avait ri en voyant la photo des 6 mois de Junia. Comment elle avait dit que le bébé ressemblait à une pomme de terre. J'ai lu comment ma mère avait demandé à mon père, hypothétiquement, ce qu'il ferait si l'une de ses filles avait un enfant hors mariage et ne le lui disait pas. J'ai lu la capture d'écran de sa réponse dans son style de texto familier. Tout en majuscule et sans ponctuation. Je couperai les vivres, ce n'est pas la famille, c'est de la colère. Hors mariage. Il lui avait dit que je n'étais pas marié. J'ai appelé Holdan. Je lui ai tout raconté. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, de cette voix calme qu'il utilise quand il essaie de ne pas casser quelque chose. Il a dit, « Que veux-tu faire ?» Je lui ai dit que je voulais que lui et Junia prennent l'avion le jour du gala. Je lui ai dit que je les voulais au country club à 19h30 précise. Je lui ai dit que j'avais besoin de 3 jours pour tout organiser. Il a dit, « Tu es sûr ?» J'ai dit, « Oui. » Il a dit, « D'accord. » Les 2 jours suivants, j'ai travaillé. Je suis allé voir l'avocat de mes parents, un vieil ami de la famille nommé Monsieur Tourné-Panlan, et je lui ai posé une question hypothétique sur la possibilité de contester une procuration si le mandant avait été trompé. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit. Je lui ai montré les messages. Il est devenu très immobile, puis il m'a demandé de tout lui laisser. Il a dit, « Votre père devait voir ça. » Il a dit, « Votre père devait voir ça immédiatement. » J'ai dit non. J'ai dit que j'avais besoin de 3 jours de plus. J'ai dit que je voulais que mon père voie d'abord sa petite fille. Monsieur Panlan a hoché lentement la tête. Il a dit, « Tessa, je connais votre père depuis 37 ans. C'est un homme dur et un homme fier, mais il n'est pas l'homme que votre sœur a prétendu qu'il était. » Il a dit, « Faites tout ce que vous avez à faire à cette fête. Je serai là. J'aurai tout préparé. » Je suis allé chez un imprimeur du centre-ville et j'ai fait des agrandissements, des grands, de la taille d'une affiche. La photo de l'hôpital de Junia dans mes bras 1 heure après sa naissance. Sa photo d'1 mois sur un tapis en peau de mouton. Son premier Noël. Ses 6 mois, assise dans une citrouille. Une photo d'elle parmi les fleurs de poirier prises dans notre jardin, portant la même petite robe brodée que je portais sur une photo que mon père gardait sur son bureau. J'en ai fait monter 3 et je les ai emballés dans du papier craft, et je les ai stockés dans le coffre de ma voiture de location. J'ai demandé à Holdan de réserver un vol. J'ai acheté une robe pour le gala, une chose en soie vert foncé que je savais que ma mère considérerait comme trop moderne. Et le matin de la fête, je suis allé au country club tôt, avant que le personnel n'ait fini de s'installer, et j'ai demandé à la coordinatrice des événements, une femme nommée Pri, si je pouvais emprunter le projecteur et l'écran pour un diaporama familial de 5 minutes pendant les discours. Je lui ai dit que c'était un cadeau surprise de mon père. Elle a dit, bien sûr. Je lui ai donné ma propre clé USB. Le gala a commencé à 19h. J'étais là à 18h45. Ma mère m'a vu la première. Elle a flotté vers moi dans une robe ivoire perlée, m'a embrassé sur les 2 joues, m'a dit que j'avais l'air mince.
Elle m'a présenté à des gens que je connaissais depuis l'enfance comme s'ils ne m'avaient jamais rencontré auparavant. Voici ma fille aînée, Tessa, a-t-elle dit. Elle vit en Oregon maintenant. Elle conçoit des bâtiments. Elle a raconté l'histoire de ma carrière d'une manière qui laissait entendre que j'avais abandonné la famille. Brianny est arrivée à 19h pile, rayonnante dans une robe rose pâle avec une écharpe sur son ventre. Mon père l'a suivie, sa main au creux de son dos comme si elle était une mariée. Il m'a vu. Il a hoché la tête. Il a continué à marcher. Il ne m'a pas prise dans ses bras. Je veux que vous sachiez que je l'ai senti. Je veux que vous sachiez que même après tout ce que j'avais lu, même après tout ce que je savais, j'ai senti ce hochement de tête comme une gifle. Il est passé devant sa fille aînée sans un câlin en allant escorter sa cadette à sa place. Et une petite voix à l'intérieur de moi a dit, « Tu pourrais encore partir. Tu pourrais faire demi-tour maintenant. Tu pourrais sortir et ne jamais revenir et le reste de ta vie serait paisible. » Mais Junia, ma Junia, dormant en ce moment dans un hôtel à 2 miles de là avec son père, ne sachant pas encore qu'on avait dit à son grand-père qu'elle n'existait pas. Non. Le dîner a continué. J'étais assise à la table familiale et j'écoutais ma mère faire la conversation. Je regardais ma sœur rayonner. Je regardais mon père, cet homme dont j'avais eu peur, dont j'étais fier et que j'avais désespérément cherché à satisfaire toute ma vie, lever son verre à 20h15 pour son premier toast. Il a parlé de ma mère pendant 10 minutes. Il a parlé de Brian et de son mari pendant 5. Il a parlé de la façon dont il lui offrait le plus grand cadeau de sa vie, le cadeau d'un petit enfant, la prochaine génération de la famille. Il a dit, et je n'oublierai pas ça jusqu'au jour de ma mort. Il a dit, j'avais presque perdu espoir. 40 ans de mariage, et je pensais que peut-être cette vieille maison n'entendrait plus jamais le son d'un bébé. La salle a poussé un ah oh. Les gens s'essuyaient les yeux. Ma mère tamponnait son visage avec une serviette. Brianny a posé sa main sur son ventre et a levé les yeux vers notre père comme s'il était un saint. Il s'est tourné vers moi. Toute la salle regardait. Il a levé son verre dans ma direction, ce petit geste réticent, et il a dit, « Et Tessa, bien sûr, nous espérons qu'un jour ce sera aussi ton tour. Un jour bientôt, ma chérie. Ne nous fais pas attendre trop longtemps. » Je me suis levé. J'ai tenu mon propre verre. J'ai laissé le silence s'étirer. J'ai dit dans le silence, « Papa, c'était il y a 10 mois. Tu étais invité. » Personne n'a bougé. J'ai dit, « Elle s'appelle Junia. Elle porte le nom de la grand-mère de Holden. Holden est mon mari. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Tu étais au mariage pendant environ 30 secondes dans une vidéo que Brianny a filmée. Elle ne te l'a pas montrée. Ma mère était sur pied. Tessa, siffla-t-elle. Assieds-toi. Assieds-toi tout de suite. J'ai dit, elle est née un mardi matin à 4h19. Elle pesait 3,28 kilos. Je t'ai envoyé un album photo. Je t'ai envoyé un faire-part de naissance. Je t'ai envoyé des cartes de Noël et des cartes de Pâques et 10 mois de photos et pas une seule n'est jamais arrivée entre tes mains. Elles ont été interceptées. Chacune d'entre elles par maman et par Rinet. La salle entière était devenue silencieuse. Prix, la belle et brillante Prix, commençait déjà le diaporama. La première photo de ma fille est apparue sur l'écran derrière mon père, haute de 3,3 mètres. Junia à l'hôpital, sa petite main enroulée autour de mon doigt. La salle a eu un hoquet de surprise. Mon père s'est retourné. Il l'a vu. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Mon père, qui ne m'avait pas prise dans ses bras quand je suis entré, qui avait porté un toast à son 40e anniversaire tout en effaçant sa première petite fille, mon père a fait 2 pas vers cet écran, et ses genoux ont lâché. Il s'est assis lourdement sur sa chaise. Il a mis sa main sur sa bouche. La photo suivante est apparue. Junia souriant dans son pyjama à abeilles, et il a fait un son. Je n'ai jamais entendu un homme adulte faire ce son de ma vie. Brianny bougeait déjà. Elle essayait d'atteindre le projecteur. Elle disait quelque chose à propos d'un malentendu, sur le fait que j'avais toujours été jalouse, que ce n'était pas le moment. Ma mère lui a attrapé le bras. Toute la salle regardait. J'ai dit, et c'était la partie que j'avais répétée. C'était la partie que j'avais écrite à l'auberge la veille au soir. J'ai dit, Monsieur Penland est ici ce soir.
Il est l'avocat de mon père depuis 37 ans. Il a des copies de chaque message texte que maman et Brie se sont envoyés au cours des 14 derniers mois, planifiant comment garder ma fille secrète. Il a des relevés bancaires montrant que Brie a déplacé de l'argent du trust que grand-père a créé pour nous deux en utilisant des signatures falsifiées de ma part. Il a les reçus. Il a tout. J'ai regardé mon père. J'ai dit, papa, Holden est en bas dans le hall avec Junia. Elle a attendu toute la nuit pour te rencontrer, si tu le veux. Mon père s'est levé. Il pleurait. Cet homme que je n'avais jamais vu pleurer de ma vie, qui n'avait pas pleuré à l'enterrement de sa propre mère, pleurait ouvertement à son gala du 40e anniversaire devant 200 personnes. Il a regardé ma mère. Il a regardé Briani. Il a regardé l'écran où une photo de Junia dans son costume d'Halloween, une petite poire avec un chapeau de feuilles vertes, remplissait la pièce. Il a dit, emmène-moi la voir. Il n'a pas dit un autre mot à ma mère ou à ma sœur. Il a traversé toute la longueur de cette salle de bal avec moi, devant chaque personne qui comptait dans la société de Charleston. Et il n'a pas regardé en arrière une seule fois. Holden était dans le hall, debout près de la fontaine, tenant notre fille qui portait une robe de velours bleu marine avec des collants blancs. Elle était réveillée. Elle regardait les lustres avec ce regard de Junia aux grands yeux. Celui où sa bouche fait un petit O. Mon père s'est arrêté à environ 3 mètres. Il ne pouvait pas s'approcher davantage. Il est juste resté là, pleurant en silence, puis il a dit, « Puis-je » Holden s'est approché et a mis ma fille dans les bras de mon père. Junia, qui est normalement méfiante envers les étrangers, qui crie quand mon dentiste essaie de lui faire un signe de la main, a levé les yeux vers le visage de mon père et a posé sa petite main sur sa joue. Elle a dit, « Da ». Elle l'a dit très clairement. « Da ». Mon père s'est assis sur le bord de la fontaine. Il a tenu ma fille. Il a pleuré. Et puis il a ri et puis il a pleuré à nouveau. Et Junia lui tapotait le visage comme si elle rassurait un vieil ami. Il a levé les yeux vers moi. Il a dit, « Tessa, je suis tellement désolé. Je suis tellement, tellement désolé. » J'ai dit, « Je sais, papa. Je sais. » Les retombées ont été rapides. Monsieur Penland a déposé les documents le lundi suivant. L'enquête pour faux et usage de faux était fédérale car certains des fonds du trust avaient traversé les frontières des États. Brie a été mise en examen 3 semaines plus tard. Elle a perdu son siège au conseil de la Junior League, puis de la Société historique, puis du Country Club lui-même. Pierce a demandé le divorce 6 semaines après le début de l'enquête, citant les irrégularités financières et ce qu'il a appelé une perte totale de confiance. Elle vit actuellement dans la maison d'amis de mes parents en attendant son procès. Son bébé est né en mars, un garçon en bonne santé. Mon père paie les factures médicales. Il n'a pas vu l'enfant. Ma mère a passé 2 mois dans ce qu'elle a appelé une retraite de bien-être dans les montagnes. Quand elle est revenue, mon père avait déménagé. Il a demandé la séparation de corps. Il lui a dit, et elle me l'a raconté plus tard, en pleurant au téléphone, qu'il pouvait lui pardonner beaucoup de choses dans leur mariage, mais qu'il ne pouvait pas lui pardonner d'avoir volé sa petite fille. Il a déménagé à Portland en février. Il a acheté une petite maison à 6 pâtés de maison de la nôtre. Junia l'appelle Bimpa, c'est ce qu'elle a trouvé toute seule. Il la récupère à la garderie 2 jours par semaine. Il n'a manqué qu'une seule de ses récupérations au cours des 8 mois depuis son déménagement, et c'était parce qu'il était à l'hôpital pour une prothèse de hanche. Et Holden a amené Junia dans sa chambre de convalescence avec un ballon. Je vois ma mère 2 fois par an. Nous déjeunons. Nous sommes polis. Elle n'a pas rencontré ma fille, et je ne sais pas si elle le fera un jour. Je suis de nouveau enceinte, au fait. Un garçon cette fois, prévu pour juin. Quand je l'ai dit à mon père, il s'est assis sur notre canapé, a mis son visage dans ses mains et a pleuré pendant un long moment. Puis il a levé les yeux et a dit, « Cette fois, s'il te plaît. Je veux le savoir le jour même. Je veux être la 2e personne que tu appelles. » Il a dit, « Je l'ai manqué une fois. Je ne le manquerai pas à nouveau. » J'ai dit, « Papa, tu seras le 2e appel, juste après Holden. Je te le promets. » Il a dit, « Je ne mérite pas ça. » J'ai dit, « Si, maintenant tu le mérites. » Et nous nous sommes assis sur le canapé de mon salon avec ma fille endormie à l'étage et mon mari préparant le dîner dans la cuisine et un bébé grandissant en moi dont mon père connaîtrait l'existence dès le premier battement de cœur.
Et j'ai pensé, voilà ce que j'ai failli perdre. Voilà ce qui m'a presque été enlevé. Et j'ai pensé à quel point j'étais passé près de ne jamais connaître la vérité. D'arriver à Noël une année et de trouver le fils de ma sœur sur les genoux de mon père. De l'entendre appeler le premier-né. De voir ma propre fille effacée d'une famille qu'elle n'a même jamais eu la chance de connaître. J'y pense parfois. J'y pense quand Junia entre en titubant dans la cuisine le matin, voit son grand-père à table et court vers lui les bras levés. Je pense à la version de ma vie où je serais restée silencieuse, où j'aurais laissé faire, où je me serais raconté l'histoire que mon père était juste un homme occupé et ma sœur juste une fille écervelée et ma mère faisait juste de son mieux. Je suis si contente de m'être levée. Je suis si contente d'avoir conduit jusqu'à Charleston 4 jours plus tôt. Je suis si contente que ma fille ait un grand-père qui est présent. Si vous écoutez ceci et qu'il y a quelqu'un dans votre famille à qui on a raconté une version de vous qui n'est pas vraie, s'il vous plaît, n'attendez pas. Ne supposez pas. Ne laissez pas d'autres personnes être le pont entre vous et les gens que vous aimez. Prenez le téléphone. Montez dans l'avion. Entrez dans la pièce. La vérité ne se livrera pas d'elle-même. La mienne a failli ne pas le faire. Je pense à cette nuit au country club plus que je ne le devrais. Pas à cause du diaporama ou des genoux de mon père qui lâche ou du silence qui est tombé sur 200 personnes quand j'ai prononcé le nom de ma fille à voix haute pour la première fois dans cette salle de bal. Je pense à la version de moi qui a failli ne pas y aller. La version qui a failli rester à Portland ce week-end-là, qui a failli laisser le mensonge devenir permanent, qui a failli laisser ma mère et Brie rayer ma fille de notre histoire familiale. Une décision silencieuse à la fois. Pendant 10 mois, je m'étais raconté une histoire bienveillante. Je me disais que mon père était juste occupé. Je me disais que ma mère avait de bonnes intentions. Je me disais que ma sœur était prise entre deux feux. J'ai déguisé la lâcheté en patience et j'ai appelé ça être la plus mature. Et pendant que j'étais la plus mature, mon propre enfant était effacé du seul grand-père qu'elle aurait jamais. Ce que personne ne vous dit sur le fait d'être la fille la moins aimée, c'est que vous passez toute votre vie à attendre que le favoritisme se révèle être un malentendu. Vous pensez que si vous réussissez assez, si vous déménagez assez loin, si vous restez assez silencieuse, les gens qui vous ont blessé finiront par réaliser ce qu'ils avaient. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Parce que le favoritisme ne vous concernait pas en premier lieu. Il les concernait eux. Il s'agissait du besoin de ma mère d'avoir une fille qui ne quitterait jamais l'orbite de son approbation, et de la volonté de Brianny de jouer ce rôle pour un morceau d'un héritage qui n'était jamais le sien seul au départ. J'ai dû apprendre tard et douloureusement que se protéger n'est pas la même chose que protéger sa paix. La vraie paix exige du courage. La vraie paix exige le moment où vous vous levez à une longue table devant 200 personnes et dites la vérité à voix haute. Même quand votre voix tremble, même quand votre mère vous siffle de vous asseoir, même quand chaque cellule de votre corps se souvient d'avoir été la fille silencieuse qui ne faisait jamais de scène. Je ne me suis pas tue ce soir-là. Et le monde ne s'est pas arrêté. Ma famille a pris fin. La fausse version d'elle, la version repeinte qui me faisait poser pour des cartes de Noël à côté de gens qui me volaient. Mais quelque chose de plus vrai attendait en dessous. Un père qui a porté ma fille jusqu'à la fontaine et a pleuré. Un mari qui a traversé le pays avec notre bébé dans une robe de velours et n'a jamais demandé pourquoi j'avais besoin de lui là. Un grand-père qui récupère Junia à la garderie 2 fois par semaine maintenant et n'a pas été en retard une seule fois. Si vous retenez quelque chose de mon histoire, retenez ceci. Les gens qui vous aiment ne laisseront pas d'autres personnes parler pour vous. Si quelqu'un dans votre vie insiste pour être le pont entre vous et les gens que vous aimez, demandez-vous pourquoi. Les ponts sont faits pour être traversés. Ceux qui les construisent puis en gardent la porte ne protègent personne d'autre qu'eux-mêmes. Contournez-les. Prenez le téléphone. Conduisez jusqu'au bureau. Présentez-vous à la porte avec le bébé dans vos bras. Laissez-les voir ce qu'on leur a dit ne pas exister. J'ai failli attendre trop longtemps. Ne le faites pas.